Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Le chef de l'État invite désormais les membres du gouvernement à veiller au démarrage effectif des projets dès après la pose de la première pierre. Professeur Alpha Condé l'a dit cette semaine au cours du Conseil des ministres, où il a par ailleurs donné plusieurs instructions relatives notamment à la filière bois et le Hadja 2016. Le Conseil, lui, a essentiellement porté sur les départements du commerce, les travaux publics et les affaires étrangères. Le compte rendu est signé Daouda Mohamed Kamara. À l'entame de cette session ordinaire du Conseil des ministres, c'est le président de la République qui a donné de fermes instructions aux membres du gouvernement. Le chef de l'État a invité les ministres en charge des affaires étrangères et de la coopération internationale à procéder à un suivi régulier des réunions des commissions mixtes avec les pays partenaires étrangers. Le président de la République a instruit Madame la ministre de l'Environnement de veiller à la mise à disposition effective et sécurisée des quantités de bois saisies au profit des acteurs de la filière bois dans le cadre de la consommation locale. Le chef de l'État a demandé au secrétaire général aux affaires religieuses de régler toutes les questions relatives à la délivrance des visas pour le pèlerinage de la Mecque, de manière à ce qu'aucun retard ne soit accusé par les convois de pèlerins. Dans la phase d'examen des textes, c'est la ministre des Travaux publics qui a soumis le projet de loi relatif à la protection du patrimoine routier guinéen. Seule voie de mobilité des personnes, marchandises, hydrocarbures et miniers, les routes guinéennes sont fortement dégradées alors qu'elles constituent un facteur incontournable dans le développement socio-économique et d'intégration. L'évidence de ce constat a conduit les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, sous l'impulsion des chefs d'État et de gouvernement, à l'élaboration et l'adoption de lois de protection du réseau routier qui constituent le facteur principal d'intégration africaine à travers la facilité de déplacement des hommes et l'échange de biens et services. La ministre a réaffirmé qu'il est important de prendre les dispositions nécessaires en matière de protection du patrimoine routier au niveau national. Ceci constituera l'unique référence pour l'application des dispositions des textes réglementaires communautaires. Elle a soutenu que c'est dans ce sens que son département a initié le projet de loi portant protection du patrimoine routier national. Cette loi permettra, entre autres, de rendre effectif le principe casseur-payeur, de poursuivre les contrevenants devant les tribunaux et de fixer les sanctions applicables à ces derniers. Le passage de l'épidémie d'Ebola a eu de forts impacts sur les objectifs du ministère du Commerce en termes d'approvisionnement normal du marché en denrées alimentaires de première nécessité. Malgré les efforts importants déployés par le gouvernement dans le cadre de l'appui à la sécurité alimentaire, la survenue de l'épidémie à virus Ebola a contraint notre pays à subir une profonde perturbation des circuits de commercialisation et de distribution des denrées de première nécessité. Le ministre a soutenu que pour permettre au gouvernement de disposer d'éléments d'appréciation sur la disponibilité alimentaire, notamment des denrées de large consommation, son département a tenu des rencontres de travail et d'évaluation avec la plupart des opérateurs économiques concernés. Cette évaluation a permis de situer les principaux facteurs qui concourent à perturber l'approvisionnement normal du marché. La ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait, elle, un compte-rendu de la visite en Guinée de la délégation iranienne. Cette délégation, qui a d'ailleurs rencontré les autorités de la BCRG, a rappelé la disponibilité d'un crédit de 10 millions de dollars sollicité par la Guinée pour l'achat de tracteurs, bus, engrais et produits phytosanitaires. Conakry a abrité cette semaine un séminaire sur l'élaboration du plan national de développement économique et social de la Guinée, PNDS en abrégé. Pendant 3 jours, les séminaristes ont essayé de se pencher sur les différents besoins de la population pour sortir un document guide pour une meilleure orientation des investissements dans le pays. Cette rencontre réunit le secteur privé, public, la société civile et les partenaires techniques et financiers de notre pays. Soirée Bouakar. Ce plan en élaboration est un plan qui servira de cadre unique de référence pour les interventions des partenaires au développement. C'est pourquoi le PNDS doit s'intéresser à tous les problèmes du pays et les recenser afin de les réunir dans un seul document. Ceci afin de permettre aux partenaires de trouver facilement où investir selon les besoins du pays. C'est un processus participatif, c'est-à-dire ça doit inclure toutes les composantes de la société guinéenne.
la société civile, des secteurs privés, les citoyens lambda. Le processus consiste simplement à demander aux gens quels sont leurs besoins, pour permettre au gouvernement de savoir comment ils répondent. On ne peut pas essayer de... L'important de cette histoire, c'est de ne pas venir imposer aux populations des solutions que nous imaginons. Il faut aller vers eux, leur demander exactement leurs problèmes, remonter cela au niveau des décisions et qu'on essaye d'élaborer des stratégies de mise en œuvre de ces... L'élaboration de ce plan fait partie des décisions prises récemment par les autorités guinéennes pour mieux orienter et coordonner les interventions sur le terrain. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale attend donc un document solide au sortir de cette rencontre. Les attentes du ministère, c'est d'avoir d'abord un document de qualité, d'aboutir à l'échéance, disons, le 30 octobre 2016, d'avoir un outil parfait. Pas parfait en tant que tel, mais un outil qui répond aux besoins de toute la population. Donc c'est cet outil qui est attendu, qui va ressortir tout ce que nous avons en termes de besoins de développement. Ces séminaristes qui forment la task force vont servir désormais de soutien technique dans l'analyse des problèmes existants dans certains secteurs. 10 milliards de francs guinéens, c'est le montant nécessaire annuel pour appuyer le Centre national de surveillance des pêches. C'est ce qui ressort de l'atelier de validation du plan national de surveillance des pêches 2017-2018 cette semaine à Conakry. Les précisions avec Aïssata Fofana. C'est pour corriger la faiblesse des capacités de suivi, contrôle, surveillance et police des pêches que le ministère de la Pêche, en collaboration avec ses partenaires, a initié cet atelier. Le plan national d'inspection des pêches est un guide pour le Centre national de surveillance des pêches, institution nationale chargée du suivi, contrôle et surveillance des pêches. Sa mise en application permet de rationaliser et d'optimiser l'utilisation des moyens humains, matériels et financiers pour prévenir, contrecarrer, combattre efficacement et éliminer la pêche INN. Une rencontre qui a mobilisé une soixantaine de personnes pour discuter des tenants et aboutissants afin d'avoir un plan stratégique opérationnel de lutte contre la pêche illicite, une gestion durable des ressources halieutiques et une meilleure intégration du secteur à l'économie nationale. Mais pour le ministre André Loy, cela ne pourrait être possible sans un appui financier du gouvernement et de ses partenaires. La mise en œuvre du plan d'inspection ainsi que les multiples et complexes tâches dévolues au Centre national de surveillance des pêches exigent de ce fait assez de moyens que mon département ne saurait réunir tout seul. C'est pourquoi je voudrais solliciter auprès du gouvernement un accroissement significatif des allocations budgétaires de mes services techniques en général et du Centre national de surveillance des pêches en particulier. Un appel qui semble être entendu puisque l'Union européenne s'engage à accompagner le ministère dans cette politique de réforme. On va réutiliser les reliquats d'un ancien accord de pêche qui avait un volet de budget d'accompagnement et dont les ressources sont encore disponibles et peuvent être utilisées pour une contribution à la surveillance notamment. Le budget annuel évalué pour la mise en œuvre de ce plan national d'inspection s'établit à 10 milliards de francs guinéens. Politique à présent dans cette rétrospective de la semaine. Vous le savez, l'opposition guinéenne a battu le pavé cette semaine à Conakry. Ils étaient beaucoup de militants à suivre ces acteurs qui s'opposent aujourd'hui à la gouvernance d'Alpha Condé. Plusieurs discours ont été tenus par ces leaders politiques devant leurs militants. Le compte rendu est signé Alpha Omar Diallo. C'est la toute première manifestation de l'opposition guinéenne depuis l'entame du second mandat du président Alpha Condé. Nous sommes à la minière, tout près du siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Mais en tout cas, pour le moment, pas de provocation. Un cordon sécuritaire est établi. Les marcheurs sont en train de se diriger tout lentement vers l'esplanade du stade du 28 septembre, le point de ralliement de cette marche pacifique organisée par l'opposition républicaine. En tout cas, pour le moment, il est 13h, presque 30 minutes. Tout se passe bien. Un premier test donc réussi. L'itinéraire Bambeto-Esplanade du stade du 28 septembre a été bourré. Des milliers de personnes acquises pour la cause de l'opposition républicaine ont massivement répondu à l'appel des leaders.
Au point de ralliement, Aboubakar Silla et Halousseini Makanera Kake dénoncent le régime actuel. C'est un régime de clans, c'est une république de copains, de coquins et de cousins. Ces anciens slogans, même si on lui donne tout l'or du monde, il ne va plus les répéter. Des anciens slogans, l'ancien ministre fait allusion à la promesse « Un étudiant, une tablette ». Ce qui va pousser Jean-Marc Teliano à ironiser le nouveau slogan « Un tailleur, une machine », tandis que Mouktar Diallo dénonce le sous-emploi. Il va promettre à chaque imam une mosquée, à chaque touré une église. Les miniers avaient prévu plus de 5 000 emplois pour les jeunes de Guinée. Mais à cause de son incapacité, les jeunes n'ont pas eu ces emplois. Dans la foulée, 2 voix féminines, Marie-Louise Kamano et Fatou Bangoura. La première s'érige en défenseuse de la cause de la jeunesse et des femmes. Nous sommes marginalisés. Nous disons non à la marginalisation. Nous voulons cette fois-ci que Alpha se rende. Cellou Dalein Diallo, lui, s'est focalisé sur le plan économique. Ils ont vidé les caisses de la Banque centrale pour enrichir le clan, acheter les consciences et financer la mascarade électorale. Et aujourd'hui, on dit au peuple de payer. Est-ce que vous êtes d'accord? On vous dit de payer. La monnaie nationale s'est dépréciée, les taxes ont augmenté. La marche s'est déroulée sans heurts. Ce caractère réussi, l'opposition républicaine l'a mis à l'actif à la fois des militants et des forces de l'ordre. Alpha Omar Diallo, il faut dire que cette marche de l'opposition a été activement observée par plusieurs organisations de la société civile guinéenne par la voix de leurs responsables. Toutes ces organisations avaient salué le déroulement de la journée. Diao Bachir. C'est dans le but de faire éviter le rejet de responsabilité entre les acteurs de la marche, les forces de l'ordre et les autorités que la société civile a décidé cette fois-ci de déployer des observateurs sur le terrain. De l'avis de ces observateurs, la marche de ce mardi s'est déroulée sans incident majeur. Ce qui d'ailleurs réjouit Dr Kemo Kamara, président de l'Observatoire national des élus de la République et des élections. L'opposition républicaine a su mettre un dispositif impressionnant de sécurité que nous, société civile, avons apprécié depuis le débat sur tout le long de l'axe. Vous avez au niveau de tous les carrefours des points d'appui de sécurité avec des cordes attachées le long des boutiques pour canaliser les gens, pour ordonner la circulation. La collaboration entre les forces de sécurité et leaders politiques ainsi que des militants et sympathisants aurait permis d'obtenir cette atmosphère. Le travail est hautement salué et encouragé par le coordinateur national adjoint de l'Observatoire de la société civile guinéenne. C'est de continuer à collaborer, de travailler en synergie afin qu'on puisse avoir des marches civilisées, des marches qui obéissent aux principes de démocratie et de valeurs citoyennes. Cela n'est possible, c'est quand nous puissions garantir les principes et les règles qui fondent même l'essence de la démocratie. Cela, c'est l'acceptation de son prochain. Ceux qui veulent marcher, qui jugent pleinement de leurs droits, et ceux qui n'en veulent pas, qu'on les laisse pleinement jurent aussi de leur liberté de marcher et de vaguer à leur affaire. Même son de cloche pour Aboubakar Koïta, membre du conseil régional des organisations de la société civile guinéenne. Pour lui, la marche de ce mardi est plutôt une épreuve réussie pour le pays. C'est un test bien reçu et nous apprécions la manière dont ça s'est déroulé et nous avons des recommandations à apporter. C'est la première marche organisée par l'opposition dite républicaine dans le second mandat du professeur Alpha Condé. Les forces de l'ordre qui étaient présentes sont restées à l'écart de la mobilisation tout en veillant sur le déroulement correct de la manifestation. Ces hommes en uniforme avaient même réussi à déloger du mouvement des personnes mal intentionnées. C'est ce qu'a déclaré le commandant Mohamed Alpha Bari. Il est officier de communication au niveau du haut commandement de la gendarmerie, direction justice militaire. Ces propos sont recueillis par Alpha Omar Diallo. On a géré la manifestation comme prévu, donc à l'entame on les a accompagnés, on a encadré. Le seul petit incident c'est les 2 jeunes qu'on a pris avec des armes blanches, on les a extirpés du groupe, on les a mis hors d'état de nuire. Pour le moment ça s'est passé très bien, c'est l'étape la plus difficile que nous sommes en train d'entamer. On va essayer de remonter avec eux puisque c'est des hommes qui sont en train de marcher, on va essayer de les encadrer jusqu'à destination. Vous savez, quand une marche est autorisée, elle est très facile à gérer. C'est si elle est interdite, c'est difficile.
Et puis, cette marche de l'opposition n'a eu aucun impact sur les activités administratives au centre-ville de la capitale guinéenne. Dans la presqu'île de Kaloum, contrairement à Madina où le marché est resté paralysé toute la journée, les fonctionnaires ont vaqué à leurs affaires. C'est ce qui ressort du constat fait par nos reporters Omar Sow et Sayon Kourma. Pendant que l'opposition bat le pavé sur la route de presse, des citoyens de l'administration à Kaloum de leur côté répondent à leur devoir qui est le travail. Non, moi je suis venu au travail. Parce que le code de travail ne me dit pas de rester à la maison sans venir. C'est tout. Parce qu'on a dit tous ceux qui veulent aller vaguer à leurs occupations, ils n'ont qu'à aller. Ceux-là aussi qui adhèrent à cette marche peuvent aller faire la marche. C'est pourquoi je suis là et je vague à mes propres affaires. En ce mardi, jour de la manifestation de l'opposition, l'affluence à Kaloum est perceptible. Administration, marché et banques sont restés ouverts. Pour certains citoyens, vu la conjoncture actuelle, rester sans travailler est impossible. Chacun a un programme en Guinée ici à l'heure, compte tenu de la cherté de la vie ou de la difficulté. C'est ce qui fait que lorsqu'on parle de manifestations ou des problèmes, ceux qui n'ont pas à manger vaguent à leur affaire pour trouver le quotidien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes au mois d'août. Et la situation économique de la Guinée est très très difficile, la cherté de la vie, donc, mais les gens vivent le jour. Donc, c'est ce qui fait que le centre-ville est plein, chacun vague à ses occupations. Mais contrairement au centre-ville, le plus grand espace de négoce de la capitale, lui, est resté morose. Une morosité qui cause de préjudice à certains clients. Je suis venu acheter des maillots, mais j'ai trouvé les boutiques sont fermées, je ne sais pas c'est pourquoi. Bon, ce que moi j'ai dit, pour les fonctions publiques, donc à faire un assistant pour trouver la solution de cette affaire-là. À part les étalagistes et marchands ambulants qui ont répondu présents, les boutiques et magasins sont quasiment clos. Les présents justifient leur venue. Je ne peux pas rester à la maison ou suivre les marchands qui marchent comme ça. Moi, je suis là pour mes besoins. Si je ne cherche pas, je ne peux pas manger. Je ne cherche que mon petit pain. Si je tombe malade tout de suite là, comme en le posant, il peut m'aider. Il ne peut pas m'aider. Si j'ai faim, il ne peut pas me donner à manger. Donc, ce que je cherche, c'est ça que je mange. Et d'autres, par crainte que leurs marchandises soient vandalisées, montent la garde. On est avec l'opposition, mais nous tous aussi, ne pouvons pas être là-bas. Abandonner le marché comme ça. Ça aussi, c'est pas bon. C'est pour cela que nous, on est là, pour ça aussi. À rappeler que cette marche de l'opposition républicaine vise à manifester son mécontentement contre ce qu'elle qualifie de mauvaise gouvernance et le manque d'un dialogue sincère dans le pays. Il faut rappeler qu'un jeune a trouvé la mort lors de cette manifestation quelques heures seulement après donc son assassinat à Bambeto. La réaction du chef de file de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Cette mort vient compléter à 74 le nombre de militants de l'opposition atteints par balle lors des manifestations politiques. Dans un entretien, Selou Dalen Diallo exige toute la lumière sur cette tuerie. Daouda Mohamed Kamara, reportage. Je vous demande de faire preuve de la même retenue, de la même discipline en rentrant. N'agressez personne. Cet appel aurait bien été entendu et respecté si les choses n'avaient pas dégénéré en hauteur du rond-point de Bambeto. À cet endroit d'où est parti le cortège pour Dixine, un observateur du haut de l'immeuble est atteint par une balle mortelle et plusieurs autres sont blessés. Un fait qui irrite le chef de file de l'opposition. Alors que la manifestation était terminée, les policiers ont décidé de faire usage de leur arme à feu, soi-disant pour disperser les manifestants qui rentraient vers Wanindara et Koza. Au niveau des Bambeto, ils ont ouvert le feu sur les manifestants et ils ont tiré, ils ont atteint un jeune qui était au 3e étage d'un immeuble. Et ce jeune-là est malheureusement décédé. Un autre est entre la vie et la mort. L'hôpital sino-guinéen. Et je souhaite vivement qu'il recouvre sa santé. Mais vraiment, son état est critique. Alors, on n'a pas compris pourquoi ces policiers ont
agit ainsi. Il y a une femme et son enfant dans sa concession qui a reçu une balle. Elle est arrivée ici à ma résidence avec la balle dans la cuisse. Elle saignait. Malgré qu'un suspect soit identifié et arrêté, Cellou Dalein Diallo craint que cet autre assassinat ne reste aussi impuni. Je suis convaincu que Alpha Condé ne manquera pas encore une fois de garantir l'impunité à ces gens comme il l'a fait pour les 73 militants de l'opposition qui ont été assassinés lors de nos précédentes manifestations pacifiques. Mais cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Il faut qu'ils le comprennent que si les auteurs et commanditaires de ces crimes ne sont pas déférés devant les tribunaux, nous allons sortir tout Conakry pour protester tant que cela ne sera pas fait. C'est un présumé tueur de Thierno Amidou Diallo qui est mis à la disposition du procureur. Le capitaine de police Ibrahima Khalil Diallo sera-t-il traduit en justice? Pour l'instant, l'on se félicite de la célérité dans son identification. On termine la page politique de cette rétrospective de la semaine par l'avènement d'une nouvelle alliance qui a eu lieu cette semaine dans le paysage politique guinéen. Il s'agit du Front Patriotique qui regroupe une dizaine de partis politiques autour de MPD de Paul Moussa Diawara. C'est au cours d'une conférence de presse que ces partis ont procédé à cette signature d'alliance. L'objectif est de soutenir les actions du pouvoir en place. Le point avec Saloum Kondé. Selon les leaders du Front Patriotique, cette fusion de partis politiques est une alliance transversale. Ils comptent ainsi promouvoir l'émergence d'une nouvelle élite politique en Guinée. Elle est plus générationnelle que partisane. Ça veut dire que toutes les générations, ce qu'on nous appelle toutes les tendances politiques de l'opposition et de la mouvance, la porte est ouverte à tout le monde. Quel est l'objectif? Nous voulons promouvoir une nouvelle élite dans ce pays. C'est vrai que nous sommes habitués à une pratique très rigide en politique, mais nous avons besoin de la flexibilité désormais pour permettre de relancer une nouvelle dynamique et un nouvel élan. L'autre ambition du Front Patriotique, c'est de participer au débat de la vie nationale. Paul Moussa Diawara, président du parti MPD. Nous serons aussi une structure qui participera à ce qu'on appelle au débat économique, politique, social, culturel, n'est-ce pas, de ce pays, parce que, comme le disait un de mes prédécesseurs, nous sommes la majorité de ce pays. Une majorité morbide, mais une majorité vivante. C'est-à-dire la jeunesse, majorité vivante, qui prend part au débat et qui participe au développement du pays. La naissance de cette nouvelle génération d'alliance intervient dans un climat politique tendu entre le pouvoir et l'opposition. Pour Paul Moussa Diawara, les agissements des opposants sont un droit constitutionnel légal à toutes les forces vives de la nation. Le droit de manifester n'est pas seulement accordé aux partis politiques, donc c'est à l'ensemble des forces vives de la nation. Donc nous pensons que c'est un droit constitutionnel et cela montre et démontre que effectivement la démocratie, la liberté sont en marche dans notre pays. C'est une chose que nous pensons normale, légale, légitime. Même si les leaders du Front Patriotique soutiennent les idéaux du pouvoir en place, ils n'ont pas fait référence au soutien du président Alpha Condé pour la conquête d'un troisième mandat. La commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques en Guinée à travers son nouveau directoire s'investit dans un nouvel élan. C'est celui d'œuvrer dans la promotion et la concertation du dialogue entre les acteurs politiques conformément à sa feuille de route. Le directoire, fraîchement mis en place, a officiellement démarré ses activités cette semaine à Conakry. Le point avec Alpha Omar Diallo. 109 partis politiques sont signataires du Code de bonne conduite en novembre 2008. Il s'agit d'un document d'engagement moral consacré à la consolidation de la paix et le renforcement de la démocratie en Guinée. En juillet dernier, le directoire du dit code a été renouvelé. La nouvelle équipe, composée de 5 partis politiques, affiche sa volonté d'aller au bout de la mission qui lui est dévolue. La priorité du directoire, c'est surtout la vulgarisation du Code de bonne conduite. Parce que ce code, c'est un instrument qui nous permet d'instaurer un climat de paix et de consolider notre état de droit. Les moyens, c'est la sensibilisation, c'est l'information. Une commission va se déplacer à travers tous les quartiers généraux des partis politiques
et même aller vers les autres militants. Le lancement des activités de ce directoire de la commission de suivi du code de bonne conduite des partis intervient dans un contexte de crispation politique entre les acteurs. C'est une situation préoccupante qu'il faut résoudre. La commission, dans ce sens, va s'investir en allant vers ces partis politiques, les sensibiliser, les faire savoir nos préoccupations par rapport au code et les faire venir autour de la table parce que nous sommes là pour promouvoir surtout le dialogue et la concertation. C'est le seul gage qui nous permet de sortir de l'impasse politique actuelle. Avec l'accompagnement des partenaires, notamment le NDI, le directoire promet d'œuvrer pour le respect des droits de l'homme et l'organisation d'élections transparentes et crédibles à travers la promotion et la vulgarisation des dispositions du Code de bonne conduite des partis politiques en Guinée. Les 10 ans de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Guinée ont été célébrés cette semaine à Conakry. Une décennie après, quel bilan peut-on tirer du travail effectué sur le terrain? Des acteurs s'expriment sur la question au micro d'Aïssata Fofana. Vous savez, la télévision, l'ancienne télévision, avait des cassettes aussi grosses que ça. Boubacar Yassine Diallo, ancien président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, se félicite aujourd'hui des avancées que connaît le monde médiatique guinéen. 10 ans auparavant, il était de ceux qui ont effectué des démarches pour l'aboutissement de la libéralisation de l'espace audiovisuel dans le pays. Je suis heureux d'avoir appartenu à ceux qui ont conduit le processus de libéralisation des zones dans la République de Guinée, pour avoir présidé le comité de rédaction des cahiers des charges du projet de décret et des projets d'arrêtés ministériels, et ensuite pour avoir donné un avis favorable aux 3 premières radios en tant que président du Conseil national de la communication, et ensuite en tant que ministre de l'information pour avoir signé 3 agréments. Une décennie après cette libéralisation, ces médias constituent aujourd'hui les premières sources d'information pour les populations. Je ne peux dire qu'une chose, c'est que je suis satisfait donc, du résultat obtenu. Le résultat obtenu, c'est le fait que les gens sont passionnés par la radio, les gens écoutent les émissions, les gens participent à la vie active de la société, parce qu'avant c'était un petit groupe de dirigeants qui décidaient de tout. Aujourd'hui la population s'exprime aisément, elle exprime sa joie, elle exprime ses craintes, elle exprime ses questions, elle exprime ses douleurs. Selon une étude Afrobaromètre réalisée en 2013, la radio occupe la première place avec 83%, la télé 46% et la presse écrite 16%, juste avant la presse en ligne. Bien que ce résultat soit jugé satisfaisant, le ministre secrétaire général à la présidence déplore la lente autonomisation des radios communautaires à l'intérieur du pays. Quand vous regardez aujourd'hui la décentralisation des grandes radios de Conakry sur l'intérieur du pays, je me dis qu'on n'avait pas pensé ça quand on faisait la libéralisation des zones. On croyait que chaque localité allait créer sa propre radio. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de territorialisation des radios privées. C'est-à-dire que chaque radio privée de Conakry aujourd'hui a soit une radio correspondante à l'intérieur, soit des antennes et des succursales à l'intérieur qui lui permettent de diffuser souvent les mêmes programmes tout en respectant la spécificité de cet environnement-là. Et je regrette qu'on n'ait pas mis en place un système de suivi, évaluation et d'études pour capitaliser chaque étape et pouvoir orienter la réforme. À ce jour, le monde médiatique guinéen, selon une autre enquête réalisée entre 2014 et 2015, emploie plus de 2000 agents sur l'ensemble du territoire national, des journalistes qui se trouvent majoritairement dans la tranche de 25 à 45 ans. Dernier élément de cette rétrospective, le projet intérieur une machine verra bientôt jour en Guinée, malgré les spéculations qui entourent ce slogan initié par le ministère de la Jeunesse. Cette autre source de revenus pour les jeunes devra permettre de développer et de professionnaliser le secteur du textile habillement du pays, selon la directrice nationale de l'emploi des jeunes, Alcine Diallo.
s'est inspiré du modèle sénégalais pour développer et professionnaliser le domaine de la couture en Guinée en vue de créer des emplois pour la jeunesse guinéenne. Telle est l'ambition qui anime le département de la jeunesse. C'est dans ce sens que les cadres du ministère, en collaboration avec le partenaire Salle Industrie du Sénégal, ont mis sur pied ce projet intitulé Un tailleur, une machine. L'objectif, c'est qu'on forme déjà des gens qui ont des notions pour qu'ils soient des professionnels. Et une fois que ces 100 auront été formés, eux, ils vont maintenant recruter des jeunes qui n'ont aucune notion en couture pour qu'eux, ils puissent être formés sur 6 mois à 1 an, le temps que ça va durer. Et justement, le slogan Un tailleur, une machine vient de là, parce qu'à l'issue de leur formation, on va accompagner ces jeunes qui auront été formés à avoir accès à la machine grâce à des crédits revolving qu'on est en train de négocier avec des IMF de la place. Ce projet pilote d'incubation des métiers consiste également à renforcer les capacités des jeunes dans le domaine de la confection des textiles habillements. Avec la réussite de ce projet au Sénégal, le département de la jeunesse en Guinée entend miser sur un échantillon de jeunes qu'il compte former. La formation se fera sur 4 mois. Parce que dans un premier temps, on va cibler des jeunes qui ont déjà des notions dans le domaine de la couture. Mais on va les perfectionner à utiliser ces machines qui sont des machines de dernière génération et qui sont capables de faire vraiment aussi bien des costumes, des tenues de sport et des tenues traditionnelles. Donc ça veut dire que c'est un secteur qu'on veut professionnaliser pour le sortir du secteur informel et dans lequel plusieurs jeunes pourront effectivement trouver leur voie. Après cette formation, ces jeunes vont rentrer en possession de ces machines modernes qu'ils rembourseront par tranche. Pour le partenaire sénégalais, la jeunesse guinéenne est le levier de développement du pays. Donc, tout est déjà peaufiné pour la réalisation de ce projet Un tailleur, une machine. La majeure partie des Africains ils s'habillent en tenue traditionnelle. Donc aujourd'hui, les machines viennent d'arriver et je pense que d'ici, comme par exemple 1 mois, ils vont finir la réfection et tout ça. Et là, je pense que ce serait le premier projet qu'on va installer en Guinée. Je pense qu'avec le secteur textile habillement, on peut faire travailler beaucoup de jeunes. Un local est déjà trouvé pour rendre opérationnel ce centre de formation professionnelle de la jeunesse situé à Taouya dans la commune de Ratoma. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est terminé au compte de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien.